Maintenant, j'ai vraiment le grand plaisir à présenter Vincent. Vincent Ewart est diplômé de l'École centrale de Nantes en 1978. Il a obtenu une thèse de docteur en ingénierie informatique à Paris 11 en 81 et il a commencé sa carrière comme chargé de recherche au CNRS. Alors après un séjour postdoctoral à Purdue, finalement il a fait une grande partie de sa carrière au Canada. Il a été professeur assistant, puis agrégé en 1994, puis professeur en 2006 au département de génie électrique et d'informatique de l'université McGill à Montréal. Il y a mené donc des recherches sur la conception des interfaces haptiques et leurs applications, les simulateurs tactiles, la perception humaine et la robotique. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va nous parler pas mal de tactile et de toucher. Il a été directeur du centre de recherche de McGill sur les machines intelligentes. Il est l'auteur de plus de 200 publications scientifiques et de 15 brevets. C'est non seulement un chercheur qui cherche, mais c'est aussi un chercheur qui trouve et qui dépose des brevets. Il a été le cofondateur d'entreprises telles que l'entreprise Aptect, qui est devenue ensuite Immersion. Il a été éditeur de plusieurs journaux scientifiques, dont les Transactions on Robotics, donc de la société savante IEEE, et aussi les Transactions on Haptics, et éditeur également donc, du journal ACM, donc côté un peu plus combinatoire, des Transactions on Applied Perception. Il a reçu plusieurs prix, dont un prix de la NASA sur la commande des robots en 1991 et le prix Hockhausen, qui est un prix d'un mécène, on peut dire ça comme ça, hein, qui récompense des travaux de recherche qui bénéficient à l'aide aux malvoyants. Donc voilà, il a été élu fellow de la Société savante I3E en 2008. Il a occupé la chaire d'aptique à l'université Pierre et Marie Curie de 2008 à 2011 et il est depuis donc professeur des universités donc en 2011. Voilà, Vincent. Merci beaucoup. Donc, comme Jean-Paul nous l'a annoncé, donc je vais essayer de vous m'entendez c'est bien réglé, de vous présenter quelques idées sur le sens du toucher, qui est, comment dire, fait partie des sens au sens, disons, Aristote, les 5 sens. Mais en robotique, pour ceux qui font un peu de robotique, il est clair que la vision a attiré énormément de recherches, un peu moins d'audition, et pratiquement rien en toucher. C'est très étonnant. C'est aussi le cas alors que le toucher est difficile à éviter. Hein. Tout ce dont Jean-Paul a parlé mettait des objets en contact, hein, et qui donc forcément fait intervenir pour un robot des contacts et donc forcément des données de contact. Mais même en physiologie, c'est le cas. Beaucoup de gens s'intéressent à la vision, à l'audition, à d'autres sens, vestibulaire par exemple, et il y a un facteur 100 de réduction pour les gens qui s'intéressent au toucher. Donc c'est vraiment un domaine obscur, hein, et qui depuis une dizaine d'années a pris un essor considérable grâce à disons, la découverte de nouvelles applications. Et donc on va essayer d'en parler un peu. Et donc, ce dont je vais parler, ça fait, disons, un résumé d'une dizaine d'années de recherche dans ce domaine. Et j'essaierai de montrer quelques problèmes sur lesquels on travaille dans les 10 ans qui viennent. Donc, ce que je vous montre ici, c'est mon doigt. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon doigt sur un scanner de bureau et j'ai pris une image du doigt qui montre le contact, justement, qui est l'objet intéressant. Donc c'est au contact que se passe l'interaction. En vision, l'interaction avec le monde se fait grâce aux lois de l'optique. L'audition se fait grâce aux lois de l'acoustique.
Et donc le système nerveux exploite les lois de l'optique et de l'acoustique pour pouvoir se comporter. Et donc la question, c'est de savoir quelles sont les lois qui permettent aux animaux et aux robots de se comporter. Et donc il s'agit simplement des lois de la mécanique, et en particulier des lois du contact, qui sont un petit morceau de la mécanique. Et on voit les effets ici. J'ai un doigt qui est ce qu'il est, mais il ne se comporte pas n'importe comment. Quand je touche une plaque, une surface lisse et plate, il forme une surface de contact, comme on dit, qui est circulaire, qui donne un rond comme ça, et donc qui est caractéristique du fait que en fait, la surface de contact était plate. Donc on a déjà une idée de l'aspect géométrique du contact, justement, qui transfère, si vous voulez, la géométrie du monde extérieur en des déformations et des géométries qui sont associées à l'objet percevant. Mais le doigt est vachement compliqué, en fait. C'est un véritable organe sensoriel et moteur à la fois. Et donc il a des détails à plusieurs échelles. On a l'habitude aussi de penser à l'échelle des empreintes, qui ont fait depuis quelques années l'objet d'un ouragan scientifique, le rôle des empreintes. Alors, pour vous donner une petite anecdote, pratiquement tous les livres de physiologie expliquent que les empreintes sont là pour augmenter la friction. Même en anglais, on dit c'est friction prints. Donc ça a l'air logique, c'est comme les sculptures d'un pneu. C'est là pour augmenter la friction. Or, il se trouve que les lois de la mécanique des contacts indiquent que justement les empreintes, au lieu d'augmenter la friction, la diminuent. Donc ça a été montré il y a 2 ans par un mécanicien anglais qui a fait des mesures et puis il a fait un peu de biotribologie, c'est-à-dire l'étude des objets en contact, et il s'est aperçu qu'en fait les empreintes diminuaient la friction. Donc ça fait depuis plusieurs siècles qu'on croit que c'est là pour attraper mieux, mais en fait non, c'est le contraire. Et c'est une anecdote pour montrer qu'en fait le domaine du toucher, qui semble être presque évident comparé à la vision ou à l'audition, est en fait aussi compliqué, et si ce n'est peut-être plus compliqué. Et, on va essayer de faire sentir ce fait. D'ailleurs, c'est presque une tradition biblique, le toucher et le sens qui ne trompent pas. Or, il est, comme on va le voir, il est aussi ambigu que les autres. On peut parfaitement tromper le toucher. D'ailleurs, avec mes collègues, certains sont ici, on a construit des trompe-le-doigt, comme des trompe-l'œil, qui donnent des sensations illusoires, qui ne sont pas du tout présentes dans la physique, et qui montrent bien que le toucher est un sens, et non pas une chose simple. Alors, quelques faits anatomiques, le doigt est rigide, enfin il est très solide. On peut appliquer des charges gigantesques sur un doigt, vraiment énormes, des centaines de newtons, sans problème. On peut porter des valises très lourdes, manipuler des objets très rigides. Et pourtant, en gros, pour vous donner une idée, les capacités mécaniques d'un doigt se couvrent à peu près 4 ordres de grandeur, entre les efforts les plus petits et les plus grands que l'on peut à la fois produire et percevoir. Donc c'est très impressionnant. Ça fait 4 ordres de grandeur, presque 5 ordres de grandeur. Donc de ce point de vue-là, ça ressemble un peu à l'audition aussi, qui travaille sur un grand nombre d'ordres de grandeur. Donc ces propriétés sont dues à sa structure biomécanique, en fait. Donc il y a une structure squelettale, mais en fait, ce qu'on voit à l'extérieur est relié au squelette par un fort réseau conjonctif. Il n'y a pas de muscles, c'est que des tissus conjonctifs, qui fait qu'en fait, le bout du doigt est un prolongement du squelette, essentiellement.
et qu'il a des propriétés biomécaniques très intéressantes qui lui donnent justement cette faculté de pouvoir travailler à différentes échelles. Ce qui est une propriété qu'on trouve dans l'œil. Il y a des analogies à faire, par exemple, entre la vision périphérique et la vision focale, et qu'on retrouve un peu dans le problème du contact. Pour une idée de ce qui est du matériel sensoriel, ça c'est une représentation de la peau du doigt. Donc ces ondulations représentent les empreintes qu'on a. Et en gros, ça vous donne une idée de la fréquence des mécanorécepteurs, c'est-à-dire des cellules qui sont responsables de la transduction, des contacts en percept. Donc ça vous donne une idée. La distance qui est entre deux empreintes, c'est en gros 300 microns. Et quand on fait les calculs, on s'aperçoit que le bout du doigt, juste le bout du doigt, à peu près 2000 à 2000 récepteurs. Donc c'est vraiment très dense. Et on en a comme ça dans le corps entier. Mais la densité, évidemment, est maximum au bout des doigts et au bout des pieds, en fait. Voilà, donc ça donne une idée de... Un autre organe qui est très intéressant, c'est le fait que la peau est c'est pas un bout de caoutchouc, c'est une matière biologique qui respire et en fait qui exude de l'eau sans arrêt. Donc on a énormément de glandes sudoripores qui permettent en fait d'humidifier les doigts en permanence. Et d'ailleurs, on peut montrer que ce phénomène est fondamental dans à la fois la perception et la manipulation. On va en parler un peu plus tard. Donc ça vous donne une idée de la densité de la peau. Donc la distance qu'il y a entre ce point et celui-là, c'est à peu près 300 microns. Et donc ça vous donne la géométrie du matériel transducteur dans le doigt. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, il y a deux populations de récepteurs. Il y a une population qui est sensible aux stimulations rapides, au transitoire, et une seconde population presque colocalisée qui est sensible aux stimulations qui durent. Okay. En gros. Et il y en a une troisième que j'ai représentée par cette espèce de blob ici, c'est une troisième population de récepteurs qu'on a dans les mains, enfin qu'on a dans le corps entier, qui est sensible uniquement aux vibrations. Pour donner une idée, au lieu d'en avoir des milliers et des milliers comme les autres, il n'y en a quelques centaines. Donc c'est très différent comme fonction. Alors, pour vous motiver sur ce problème auquel le robot ou l'animal fait face quand il manipule un objet, et c'est de le connaître afin de le manipuler, j'ai préparé ici un petit film qui montre... on va commencer par celui-là, en fait. Ce qui se passe quand voilà, j'ai un doigt qui glisse sur du verre. Donc vous avez tous la conscience de ce que ça représente. J'attrape mon verre de vin, il glisse un peu ou je glisse dessus, et je sens un verre, quelque chose de lisse. Et pourtant, ce que montre ce système d'imagerie, c'est que l'interaction de mon doigt avec le verre est très compliquée. Il y a certaines portions qui glissent, d'autres qui collent, et que la transition se fait selon des lois qui ne sont pas très simples. Ici, on voit en fait que la partie glissante et collante oscille, okay, et que cette oscillation en fait est caractéristique à la fois de la surface qui est touchée et des matériaux en jeu. Et donc le problème de l'objet percevant, c'est de séparer justement tous ces indices qui sont complètement mélangés dans ce qu'on appelle la stimulation périphérique. Alors pour y penser, c'est comme en vision. Hein. Quand je vois une personne, en fait, la personne produit une image sur le fond de ma rétine, inversée, tordue, non linéaire, qui glisse, qui se déplace tout le temps, en fonction des mouvements des yeux et du mouvement du corps, etc. Et pourtant, je vois une personne, ou je vois une voiture, etc. Pour le toucher, c'est un problème tout à fait analogue. Mais les mains, ce problème a des vitesses remarquables.
autour des objets pour les attraper, les manipuler, déterminer leur poids, matière, densité, etc. Et ça change à une vitesse très grande, comme on vient de le voir, mais ce qui est perçu, c'est des choses relativement simples, comme le poids d'un objet, sa texture, et c'est stable, et ça a l'air d'être tout à fait simple. Et donc, c'est tout le problème. Comment ça marche pour passer de cette complexité à la simplicité perceptuelle? Un autre exemple ici qui est enrichissant, c'est de glisser le doigt sur une petite bosse. Alors là, j'ai une petite bosse, et donc, effectivement, la peau se déforme. Elle fait deux choses, en fait. Elle copie la forme, première constatation. Il y a un contact continu tout le long. Et quand on glisse, elle se déforme par rapport à elle-même. Alors, en mécanique, c'est ce qu'on appelle la déformation. Et donc, c'est un mouvement relatif du matériau par rapport à lui-même. Okay. Donc, c'est un champ de déformation qui est essentiellement un gradient le long de d'une direction qu'on choisit. Et donc, c'est ce qui devient une forme. Alors, c'est vraiment intéressant ici, c'est vraiment une bosse, mais on voit bien ce gradient, comment il fonctionne. Avant d'arriver à la bosse, ça se compresse. Ensuite, on passe par une oscillation. Et puis, quand ça repasse de l'autre côté, ça s'étire. Et ce qui est perçu, c'est quelque chose comme une ligne. Et donc, on peut se demander comment ça marche. Alors, notre approche depuis un moment, c'était, pour étudier ces phénomènes, c'est de construire des appareils qui permettent de stimuler le sens tactile. Je vous montrerai toute une série si on a le temps. Et de les utiliser pour étudier systématiquement ce qu'on appelle les indices perceptuels, qui contribuent à une perception stable. À nouveau, je vais faire appel à une analogie avec la vision. Si on veut connaître la distance d'un objet en le regardant, on a le choix entre 17 méthodes pour pouvoir déterminer la distance d'un objet, qui ont été documentées dans les animaux et dans les machines. Par exemple, si je veux connaître la distance d'un objet, je peux regarder un objet que je pense être plus loin, je bouge la tête, et par parallaxe, je peux faire le calcul de la distance. Donc, je peux utiliser mes yeux, je peux utiliser l'ombrage, il y a 17 méthodes comme ça, ou peut-être plus, de désambiguer la transformation qui est entre le monde dans toute sa complexité. Je ne dirais pas 3D, en fait, on verra plus tard, il a 7 dimensions, le monde visuel, et le monde perceptuel qui a une nature complètement différente. Et donc, on s'est dit, pour pouvoir étudier ce phénomène, pour le toucher, il nous faut des méthodes systématiques. Alors, au vu de ces films, on s'est dit, voilà, on va fabriquer un appareil qui permet de déformer la peau, puisque c'est là que ça se passe. Et voilà, donc après des efforts, on a construit cet appareil qui est un tableau d'actionneurs, ça fait 1 cm², comme ça, on met le doigt dessus, et on peut l'actionner. Donc voilà, on peut prendre chacun de ces petits carrés, qui fait 1 millimètre, hein, et puis en les actionnant, en mettant le doigt dessus, ça va déformer la peau, on devrait sentir quelque chose. Donc c'est la même idée qu'un écran de télé. Si on découpe un espace visuel en petits carrés et qu'on modifie l'intensité lumineuse dans chacun des petits carrés et que l'intensité lumineuse suit une trajectoire bien déterminée et correctement corrélée avec ses voisins, on voit une image. Comme vous voyez une image sur l'écran ici qui est fabriquée de petits pixels indépendants. Alors là, l'idée, c'était en fait de séparer la peau en petits carrés et de les tirer et de les compresser indépendamment. Donc on a fabriqué notre appareil, et voilà, donc le premier jour après 1 an d'efforts et de soudure sans petits machins et tout, on met le doigt dessus, on n'a rien senti du tout. Ce qui était très ennuyeux parce qu'on a dépensé pas mal d'argent du contribuable et beaucoup de travaux pour fabriquer ce machin parce que c'est tout petit et ça ne marchait pas du tout. Et on est allé se coucher très déçu. On est revenu le lendemain avec une autre idée en tête qui était en fait, on s'est dit, ben voilà, c'est essayer d'exciter la peau d'une manière complètement systématique comme je vous l'ai montré, comme ça, en prenant chaque petit carré et en
malaxant mécaniquement, en fait, on a introduit pratiquement zéro corrélation dans la stimulation. Donc, on s'est dit, on va faire un autre exemple. Voilà un exemple que vous allez reconnaître tout de suite, qui est celui, en fait, moi je vais vous aider, c'est simplement ce qui résulte d'une onde progressive. Donc, donc ici, le signal, il est à la fois corrélé dans l'espace et dans le temps. Or, il se trouve que dans la vie de tous les jours, toutes les stimulations en général, mais tactiles, sont intéressantes simplement parce qu'elles sont corrélées d'une certaine manière, avec différents indices qui nous intéressent. Et ici, la corrélation magique dans le toucher, c'est justement cette corrélation spatio-temporelle. Et effectivement, quand on met le doigt sur ce patron, on ne sent plus du tout des lignes ou des points, on sent essentiellement une tôle ondulée qui glisse. Alors pourquoi on sent une tôle ondulée et on peut même dire la période spatiale, la hauteur, elle a une présence tactile certaine. Alors la raison, je vais passer là-dessus, simplement elle découle du fait que le toucher, comme je l'ai essayé de le faire sentir, est totalement ambigu à la base, hein, et dépend énormément juste des corrélations du monde. Et celle du patron que je vous ai montré, c'est essentiellement celle qui correspond au glissement. Quand j'ai un doigt qui glisse sur une surface, le même patron va se déplacer dans le temps et dans l'espace d'une manière corrélée. Alors voilà ce qui se passe ici. Je prends un des taxels, if you want, ou un des tracteurs, hein, et quand je déplace le long de l'axe des temps, il oscille, c'est ce qu'on vient de voir ici. Et quand on se déplace dans l'axe de l'espace, il est déphasé. Et donc, et je reproduis ça pour chaque taxel, c'est vraiment une onde progressive qui est échantillonnée. Ça donne ce mouvement qui est là. Donc voilà, chaque élément oscille et il est déphasé par rapport à son voisin, et le déphasage donne essentiellement la vitesse de groupe pour les physiciens. Et il se trouve en fait que le système nerveux est sensible à la vitesse de groupe, tout simplement. C'est la chose évidente après quand on l'a fait. Et donc le calcul ici montre, enfin ce qu'on a fait, c'est que le problème est vraiment du point de vue du système nerveux. Donc c'est du point de vue des récepteurs qui ne sont pas du tout à la surface, ils sont légèrement en retrait, comme on l'a vu au début. La peau est faite, grosso modo, l'épiderme c'est 1 mm, hein, dans les doigts. Et donc les récepteurs ne peuvent pas être exactement à la surface, il faut bien qu'ils soient protégés, ils sont derrière, ils sont à peu près à 700 microns derrière la surface, et ils ne voient que des déformations qui sont le résultat d'une condition limite qui est en fait lointaine. Et donc le problème c'est d'inverser justement ces conditions limites à partir de données qui ont été transformées. Et c'est de ce point de vue-là tout à fait analogue à la vision. Tout à fait analogue. Donc en gros, la démonstration va comme ça. Si j'ai une condition limite qui est sans friction et qui est animée d'une vitesse v, on peut le symboliser comme ça, ça déforme la peau selon une sinusoïde. Et je peux comparer ça à Todd Fischer, qui lui impose une deuxième condition limite, hein, qui est de compresser et de tirer la peau, comme on l'a vu dans le film. Okay. Et on résout, alors il y a des pages de calcul, on résout ces problèmes, et il se trouve qu'en fait, quand on prend les bons paramètres, on peut essentiellement reproduire exactement le même champ de déformation selon cette condition limite ou selon celle-là. Alors il y a deux, on peut les superposer si on règle les paramètres proprement. Alors il y a deux conséquences à cette observation. La première, c'est que le toucher est ambigu.
C'est-à-dire que j'ai une infinité de conditions limites qui vont me donner exactement le même résultat pour les récepteurs, comme en vision. Donc, comment le système nerveux résout ce problème? On peut le dire soit par une méthode directe ou un problème inverse. Enfin, il y a toutes sortes de possibilités. Et la deuxième conséquence, c'est que ça nous donne une idée de comment fabriquer des dispositifs qui fournissent des sensations tactiles réalistes, qui auraient une qualité semblable à ce qu'on est arrivé avec les télévisions et les écrans, qui sont vraiment... et en acoustique, c'est tout à fait similaire. Hein. On a des chaînes hi-fi avec 2 haut-parleurs, mais en fait, le champ acoustique créé par 2 haut-parleurs est complètement différent du champ acoustique normal. Et pourtant, le résultat est pas mal. Okay, et il y a des raisons vraiment profondes pour lesquelles c'est une bonne chose à faire, d'avoir 2 haut-parleurs. Donc, je ne sais pas quoi... Oui. Je vais vous donner un exemple. On a pensé à appliquer justement cette technique à recréer électroniquement des documents, ce qui est évidemment une chose qui serait très utile à avoir. Alors, en particulier, le genre de document qui serait utile pour les personnes non-voyantes serait de pouvoir lire des dessins. Le braille existe pour pouvoir lire des textes, depuis beaucoup plus d'un siècle. Mais aujourd'hui, les dessins ne sont accessibles aux personnes non-voyantes que par des méthodes mécaniques, c'est-à-dire de prendre du papier et de l'embosser, et donc c'est très lourd et très compliqué. Donc on s'est dit, si on arrivait à faire des dessins tactiles électroniques, ça serait vraiment utile. Et donc voilà la technique. Si on veut faire un rond, par exemple, on met une série de points ensemble, et en programmant nos actionneurs proprement, on peut créer des lignes, des ronds, etc. Donc on peut donner les sensations qu'il faut. On peut aussi donner des textures, comme celle-là, donc remplir des espaces. Donc ça, c'est une texture ondulée, mais il peut y avoir plusieurs fréquences aussi. On peut aussi faire des bords. Alors ça, c'est intéressant. Une des manières de créer des sensations tactiles, c'est simplement de stimuler les récepteurs à haute fréquence. Et donc ça donne des sensations qui sont, à haut contraste. Ça correspond peut-être au fait que justement les bords des objets réels créent justement des fréquences plus hautes. Et donc ça, c'est un fait physiologique qui est exploitable. Et donc, on peut, avec ça, faire en combinant ces techniques, faire des dessins qu'on peut explorer avec le doigt, et on les sent, effectivement. On les sent, et pour vous donner la preuve qu'on les sent, j'ai préparé un petit film, ici, on a donné à un aveugle la tâche de reconnaître un rectangle. Donc, c'est vraiment de percevoir un rectangle. Okay, et alors, donc, le carré en rouge représente son doigt, il est posé sur l'afficheur. Et ce qui est en noir, c'est inconnu, donc il doit le trouver. Et on va voir ce qui se passe. En fait, on voit la personne se comporter, donc elle explore, et puis hop, elle trouve une ligne, la suit, dépasse un peu, revient, et après 2 ou 3 de ces explorations, a compris la forme. Donc anticipe. Et donc, si vous pouvez remarquer le mouvement du doigt, il est tout à fait, analogue au mouvement saccadique des yeux, qui est d'aller de point intéressant en point intéressant, de s'arrêter là où il y a des ambiguïtés, etc. Et donc, ça montre bien que le système semble faire la bonne chose, c'est-à-dire qu'il donne à la personne qui l'utilise un comportement perceptuel qui n'est pas du déchiffrage. Donc, il y a de l'espoir, et donc on continue dans ces recherches à plusieurs niveaux. Et on l'a montré à notre cher ministre la semaine dernière, et il a trouvé ça très bien. Il était tout à fait content. Et donc, ça montre aussi que ça marche sur les ministres. Donc, je vais passer un peu de temps pour revenir un peu à la biomécanique, qui est vraiment le fondement de cette
du toucher. Donc comprendre la biomécanique et la biotribologie et la mécanique de contact et comprendre le toucher, comme comprendre l'acoustique permet d'avancer dans l'audition. Donc ici, on a fait avec des collègues, j'ai choisi cette étude parce qu'elle est vraiment intéressante pour beaucoup de gens, avec des collègues de l'Université catholique de Louvain, Tonard et ses collaborateurs. On s'est intéressé justement à ce phénomène de glissement que j'ai montré plus tôt, et qui est vraiment étonnant parce qu'il est, vu jusqu'à maintenant comme un phénomène moteur. C'est vraiment quelque chose qui arrive quand on manipule, mais il semblerait que c'est un phénomène aussi perceptuel vraiment fondamental. Et donc, en gros, ce qu'on remarque ici, c'est que ce qui se passe pendant un contact, quand j'attrape un objet et que je ne le serre pas assez fort, je crée une surface de contact ici, et puis si je charge le contact, si je le charge, il finit par glisser un petit peu, et puis la zone d'adhésion diminue, et finit par s'évanouir, jusqu'à ce que l'objet parte complètement. Or, le comportement moteur d'un normal est de garder justement l'objet dans cette zone. Quand on attrape un verre de vin, on ne veut pas qu'il tombe. Il faut qu'on reste justement comme ça. Et donc, il y a une boucle sensorimétrique très rapide qui se fait en 50 millisecondes, qui permet de contrôler le glissement très très fin. Et c'est totalement automatique, on ne s'en rend pas compte. Mais non seulement on arrive à tenir un objet sans qu'il glisse, mais en plus on sait que c'est un objet fait de verre, qu'il a un poids, etc. Donc c'est vraiment extrêmement rapide et extrêmement efficace, très robuste. Et c'est quand ça ne marche pas qu'on s'aperçoit des problèmes. Par exemple, quand on laisse échapper un objet, ce qui arrive à tout le monde, peut-être que vous auriez remarqué que c'était dans une condition où l'atmosphère est spéciale. Par exemple, c'est trop humide, évidemment, ou trop sec. Quand on habite dans un pays froid, on s'en rend compte, parce que le taux d'humidité diminue énormément. Et c'est vrai qu'on a tendance à laisser tomber les objets, plus souvent que dans les pays tempérés. Et donc, on s'intéressait à ce problème. Et en fait, ce qui arrive, c'est que dans certaines conditions, même qu'on peut créer pharmacologiquement, si on diminue la sudation des doigts, les personnes ont tendance à non seulement compenser par un serrage plus fort, mais 3, 4 fois, 5 fois trop fort. Et donc, c'est très intéressant. Ça montre que justement que la boucle sensorimétrique est extrêmement dépendante de ce taux d'humidité. Et donc, on a justement étudié non pas la statique, mais la dynamique des contacts, ce qui est vraiment la clé de la chose. Et donc, ces graphes montrent en fait comment le contact évolue en fonction de la charge et comment il dépend d'une manière critique de l'humidité de la peau. Alors, l'explication mécanique derrière ça, elle est à plusieurs niveaux. Il peut faire que les propriétés mécaniques de la peau dépendent de l'humidité, ce qui est normal, mais aussi la biotribologie dépend de l'humidité. Un autre exemple qu'on a étudié récemment sur une continuation de ce phénomène, c'est que dans certaines conditions, en fait, la relation entre l'effort tangentiel, l'effort tangentiel appliqué à un doigt et la taille de la surface d'adhésion, celle qui nous permet de tenir l'objet, dans certaines conditions, n'a pas de solution. Donc c'est très intéressant. On peut arriver à une équation assez simple, prenant les bonnes hypothèses, et dans certains cas, elle a une solution, dans certains cas, elle n'a pas de solution. Et ce qui montre qu'en fait, le contact peut se comporter de manière catastrophique si ces conditions sont réunies. Ce qui est à l'origine d'accidents. On laisse tomber ses clés. Un autre exemple, alors, qui est plus récent, sur lequel on a travaillé à l'UPMC, à nouveau. Alors là, je passe directement en dynamique. Un des phénomènes les plus étonnants dans le toucher, bien sûr, c'est sa rapidité.
on passe ses doigts sur une surface, on sait que c'est du bois, du formica. D'ailleurs, il est bien meilleur que la vision, contrairement à ce qu'on peut dire. On peut déterminer les matériaux de manière bien plus robuste que par la vision. D'ailleurs, toute l'industrie du formica est basée sur tricher visuellement, mais dès qu'on le touche, on sait bien que ce n'est pas du bois. Et donc le toucher est de ce point de vue-là bien plus rapide. Et l'idée, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand un doigt glisse sur une surface, il crée des oscillations qui sont très riches, extrêmement riches, et qui dépendent bien sûr d'un nombre de facteurs mécaniques, mais qui n'empêchent pas de les étudier. Et donc, on a construit cet appareil qui nous permet de mesurer avec grande précision ce qui se passe quand un doigt glisse sur une surface. Et donc, ce qui fait notre approche, c'est que quand on étudie un phénomène, on l'étudie vraiment bien. Et donc, on a construit pour ça un capteur qui, je me souviens plus, 4 ou 5 ordres de grandeur de précision, et qui mesure très précisément l'interaction entre un doigt et une surface. Donc, ce n'est pas un capteur d'effort ordinaire, il est vraiment bien meilleur que ce qu'on achète dans le commerce. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré ces signaux et on a émis l'hypothèse que simplement l'aspect temporel de cette interaction était suffisant pour donner la sensation de texture. Ce qui est, un peu contradictoire avec ce dont je parlais avant, puisque je disais que le bout des doigts était rempli de mécanorécepteurs, et j'en ai presque 3000 dans cette région. Donc quand je fais ça, j'excite 3000 canaux, peut-être même plus. Et donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'en fait, on a remplacé ces 3000 canaux par un seul. Qui est on l'a fait. Et donc le principe de restitution ici, c'est essentiellement de reprendre ce moteur, ce même instrument, et de s'en servir comme un moteur et de faire vibrer la peau exactement de la même manière, de la manière avec laquelle la peau avait vibré lors du glissement. Et alors ça donne ce genre de résultat ici. Par exemple, si on a une surface cannelée, on a un signal qui est périodique, évidemment. Et donc ici, ce qu'on représente ici, c'est une représentation du style sonogramme, hein, c'est-à-dire qu'on a intensité dans la couleur de représentation, les fréquences dans cet axe-là. Et dans cet axe-là, on a les positions. Donc ce n'est pas un sonogramme, c'est un tactilogramme. En gros, c'est la même idée, mais ça représente le signal dans le domaine fréquentiel, mais spatial. Okay. Donc c'est ce qu'on a fait, et on s'aperçoit en fait qu'il se passe des choses qui sont qui rappellent pas mal ce qui se passe en acoustique. Les voix et les sons ambiants sont caractérisés par des zones d'énergie. Et c'est l'évolution des zones d'énergie qui permet de détecter la nature des signaux acoustiques. Et donc dans le toucher, il y a un phénomène qui est vraiment similaire, seulement les zones d'énergie sont spatiales. Donc c'est ça l'idée. Et que en fait, le système nerveux retransforme le signal temporel en un signal spatial qui est perçu comme une surface. Et donc voilà deux exemples. Ici, on a des cannelures. Alors on voit des éclats d'énergie qui sont périodiques, toujours au bon endroit. Et évidemment, ils se reproduisent grosso modo indépendamment de la vitesse à laquelle on va. Je dis grosso modo parce qu'évidemment, c'est pas vrai si on va très doucement ou très vite. Le tactilogramme varie. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi les gens ont tendance à se déplacer à 5 cm par seconde. Si on demande à quiconque d'explorer une surface, qu'elle soit de tissu, de marbre ou autre, hein, ou de bois, on retrouve cette zone de 5 cm par seconde. Ça semblerait être un invariant biologique qui est vraiment important. Et donc, voilà un autre exemple
dactylogramme ici, qui montre alors qu'un autre point vraiment fondamental, c'est que la surface était très jolie et très périodique, mais une fois passée dans la moulinette de l'interaction mécanique, devient très compliqué. Et la raison pour laquelle ça a lieu, c'est parce que simplement la friction est un phénomène non linéaire, et donc il transforme des signaux d'une manière complexe. Et la complexité est justement en fait sa richesse. Donc ça montre les... je vais passer à un autre sujet rapidement. Comme je disais, le toucher est considéré comme un sens non ambigu, mais aujourd'hui, dans mon petit catalogue personnel, j'ai dénombré plus de 30, peut-être 40, 50 illusions tactiles. C'est-à-dire des cas où on peut créer des simulations mécaniques dont l'expérience perceptuelle est vraiment différente de ce qui se passe mécaniquement. Voilà un bon exemple d'un de mes récents collaborateurs où, en gros, ils ont demandé à des personnes d'évaluer la rigidité de surface en marchant dessus. Parce qu'évidemment, les pieds sont aussi importants que les mains. On a tendance à le négliger, mais c'est très important. Donc voilà, on marche sur une surface qui n'est pas exactement rigide, et comme on le sait, on peut le savoir que ce n'est pas exactement rigide. Et le but de l'expérience, c'était de montrer qu'en fait, les signaux à haute fréquence, qui sont représentés dans ce diagramme ici, alors ici, on a la force d'interaction du pied sur le sol. Elle va à 0, elle monte à un plateau, ça c'est le pas, et ensuite on redescend à 0. Et en même temps, il se passe des phénomènes mécaniques, comme dans le bois ici, soit dans ma chaussure ou dans mon doigt, etc., qui me renseignent sur le matériau, okay, ou la nature de... Et donc voilà différentes possibilités. Il peut par exemple que les vibrations soient proportionnelles à la force, c'est une possibilité. Mais l'astuce ici, c'est de prendre un cas où la stimulation ou le retour mécanique est proportionnel au taux de changement de la force, à la pente. Okay, donc, et dans ce cas-là, ce qui arrive, c'est que la sensation qui est perçue est celle d'élasticité. Donc on sent effectivement la surface se déplacer sous son pied alors qu'elle reste en place. Mais la seule chose à faire, c'est de corréler l'action mécanique du pied avec la restitution à haute fréquence. Ce qui arrive quand, par exemple, on marche sur une plage. Sur une plage, l'énergie mécanique rendue par la plage dépend du taux de changement de la force. Si je reste immobile, il n'y a pas de signal. Si je change, il y a du signal. Et en fait, ça correspond à un principe mécanique absolument fondamental de l'irréversibilité des phénomènes mécaniques. Donc, on dépense de l'énergie qui ne revient jamais que sous autre forme. Et un autre exemple que j'aime bien montrer aussi, là c'est une illusion qui est vraiment formidable, elle marche vraiment bien, très rigolote. L'idée c'est d'avoir une baguette comme ça, et dans la poignée on cache un petit moteur qui la fait vibrer, okay, dans la poignée. On met aussi un accéléromètre qui permet de détecter son inclinaison. Alors, on sait depuis Galiléo que si on met une bille sur un plan incliné, la bille se déplace avec une accélération constante. Depuis Galilée, il a trouvé ça, et qui dépend non seulement de rien, en fait, mais que de l'inclinaison. Elle ne dépend pas du matériau, hein, donc c'est vraiment pour ça qu'il est devenu célèbre. Que si on fait glisser des billes le long d'un plan incliné, elles font toutes la même chose, que c'est uniquement une fonction de l'angle. Okay. Et donc c'est ce qu'on a fait ici. On a fait un algorithme qui en fait il récupère l'angle de la tige et crée une vibration qui reproduit le comportement d'une bille. Donc à angle constant, ça donne ça donne un spectre temporel de vibration qui évolue linéairement dans le temps.
Donc la bille fait OK. Et donc, même quand j'ai fait ce bruit-là, vous avez en fait une idée de l'angle du plan incliné que j'ai imité avec ma bouche. Et donc, et quand on demande aux gens de ce qu'ils sentent, ils sentent une bille, il n'y a aucun doute. Hein. Donc, si on leur demande où elle est, ils peuvent même la mettre à un endroit spécifique sur la tige, sans absolument aucun effort cognitif. Hein. C'est totalement perceptuel. Et donc, c'est très amusant et ça marche très bien. Ce qui montre vraiment une des vérités fondamentales du toucher, qui est cette interaction mécanique et l'utilisation des invariants mécaniques qui existent dans le monde, dont la gravité fait partie, et il y en a plein d'autres qui nous intéressent. Comme le temps passe vraiment vite, je vais sauter ça et je vais simplement vous exposer un autre qui est aussi étonnant, qui a été motivé en fait en essayant de fabriquer des écrans pour ordinateur comme ça, mais qui avaient un caractère mécanique. Et le but était à nouveau de pouvoir rendre accessible Windows à l'époque, toujours, à des aveugles. Donc c'était le but, hein. Mais le résultat était ici. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on voulait représenter les aspérités d'un écran par des efforts. Et donc on a fait un truc comme ça. À chaque fois que ça monte, on avait des efforts qui opposaient au mouvement. Et chaque fois que ça descend, on met des efforts qui encouragent le mouvement. Okay. Donc, en fait, une bosse est représentée par ce diagramme et un trou par celui-là. Donc, en fait, du point de vue du retour mécanique, ce qui est perçu, c'est des efforts qui sont toujours dans la même direction, mais de modules et de signes différents. Okay. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que cet effet est tellement fort que les écrans sont vraiment perçus en 3 dimensions, alors que la stimulation n'est que dans une dimension plus faible. Et l'effet est tellement fort qu'en fait, on a voulu démontrer cet effet par l'expérience suivante, où en gros, voilà ce qui se passe. Quand on touche une surface glissante et comment dire, à la fois glissante et rigide, en fait, les forces d'interaction, selon la flèche grise, il est toujours perpendiculaire. Donc, ce qu'on perçoit, effectivement, c'est la normale de la surface. Si la ligne droite est perturbée par une bosse, l'interaction est aussi perturbée. Et il y a 2 composantes. Il y a une composante verticale et une composante horizontale. Et par une astuce électromécanique, ce qu'on a fait, c'est qu'on peut combiner la composante d'effort fourni par la personne, comme avec mon stylo quand je pousse sur une surface, avec un effort créé par un moteur électrique, en rouge ici. Donc on peut faire des trucs comme ça. On peut faire par exemple, voilà, je glisse sur une forme en blanc, comme ça, qui donne une normale variante. Mais grâce à un moteur électrique, je peux ajouter la bonne composante qui va la faire non variante. Et donc, théoriquement, ce qu'on peut faire, c'est créer un stimulus, comme on dit, paradoxal, qui ne peut pas arriver dans la nature, qui est représenté ici, où en combinant les bons efforts, on peut transformer une bosse en trou. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'effectivement, le doigt de l'utilisateur se déplace dans la dimension verticale, mais ce qui est perçu, c'est en fait les efforts qui correspondent à un trou. Et donc, si on y pense 5 minutes, ça veut dire que la personne doit se comporter sur une bosse comme si elle était dans un trou. C'est-à-dire que son système ses efforts musculaires doivent rentrer en équilibre avec ce champ de forme étrange que j'ai. Et ce qui est perçu, effectivement, c'est ce que fait la personne et non pas ce que lui disent ses doigts. Ce qui est la leçon de cette expérience qui est vraiment, est tout à fait non intuitive. C'est-à-dire qu'une grande partie de ce qu'on sent mécaniquement, c'est en fait ce qu'on fait et non pas ce que disons les récepteurs indiquent. Bon, c'est à qualifier, mais en gros, c'est ça l'idée.
Alors pour vous donner une idée de la manière dont ça marche, voilà comment ça marche. On a un manipulant d'homme et voilà, donc on crée un effort qui est représenté ici par la vitesse d'exploration. Et donc voilà, et d'ailleurs, simplement en regardant mon animation, vous avez la perception de quelque chose qui est en 3D, en fait. Donc même la vision peut affecter la mécanique. Et donc je passe sur les détails, et ce qui nous a permis vraiment d'avancer un peu, c'est de faire des expériences un peu plus physiologiques avec des collègues à l'Université de Montréal, où effectivement on peut recréer ces stimuli paradoxaux avec des doigts anesthésiés, et l'illusion persiste. Donc il y a très peu de retours sensoriels, mais l'expérience phénoménologique est conservée, ce qui montre bien que c'est le système moteur qui la suscite. Donc un autre exemple dans les 5 minutes qui me restent. Voilà, donc alors pour l'instant, ce dont j'ai parlé semble être comme un fatras d'anecdotes. Il se passe toutes sortes de choses intéressantes dans la peau, dans le système musculaire, et notre objectif de nos jours est en fait de prendre l'ensemble de ces anecdotes, il y en a quand je dis une bonne cinquantaine, et d'essayer de construire une théorie qui soit plus ou moins abstraite, non, la plus abstraite possible, qui permet d'expliquer comment on peut percevoir le monde mécaniquement à travers l'exploration. Donc c'est notre objectif. Alors voilà un exemple qui est tout à fait parlant. Et je terminerai là-dessus. Ici, j'ai un petit film qui montre un petit robot qu'on a fait qu'il modifie comment dire, le point de contact entre un doigt et une surface virtuelle. Okay. Et donc quand je vais à droite, le point de contact va à droite, quand je vais à gauche, il va à gauche, quand je vais au fond, il va au fond, etc. Et le doigt reste toujours dans un plan. Okay. Donc la seule chose qui change, c'est la géométrie du contact. Et ce qu'on sent, vous peut-être le deviner ici. Quand je vais à droite, c'est à droite. Quand je vais à gauche, c'est à gauche. Ce qu'on sent, en fait, c'est une concavité. Et le doigt reste toujours dans un plan, mais on sent une concavité vraiment, et absolument pas de doute. Ce qui est exactement le cas opposé de celui que je viens de montrer. C'est-à-dire qu'ici, en l'absence d'entrée musculaire, parce que là, il n'y a vraiment pas d'effort, ce sont des entrées qui sont purement cutanées. Et la sensation de forme peut jaillir aussi. Alors le point qui est important, c'est qu'en fait la mécanique nous indique qu'une propriété particulière du monde peut être accédée de plusieurs manières différentes. Donc c'est ça la clé de l'affaire, c'est-à-dire que chaque propriété d'un objet, comme son poids, sa forme, ses matériaux, la mécanique est si compliquée, si non linéaire, si intéressante, qu'en fait la solution est faisable de plein de manières différentes. Et bon, c'est ça qui nous guide. Le résultat de tout ça, c'est qu'en fait, on peut tester des choses vraiment systématiques. Comme par exemple, avec cet appareil, on peut dire, voilà, j'ai un doigt qui explore une forme, alors voilà la forme, et je peux le faire de plein de manières différentes, mais en gros, je peux le faire soit parce que je monte et je descends, okay, donc ça c'est de la géométrie, ou simplement parce que la tangente est la bonne, donc c'est première dérivée, deuxième dérivée. Donc ça nous indique en fait que du point de vue mathématique, le système nerveux s'intéresse à des dérivées successives d'interaction. Et ça, c'est un diagramme avec lequel on a travaillé avec nos collègues de l'Université d'Utrecht, qui est vraiment illuminant. En prenant plein d'études, y compris la nôtre, et en déterminant par des méthodes psychophysiques quelles sont les dérivées qui comptent, on s'est aperçu en fait que... alors on a pris tout un peu de papier, on les a mis sur un graphe log-log, et on s'est aperçu qu'en fait, quand la fenêtre sur le monde
la fenêtre haptique. Donc c'est vraiment comme l'œil. Quand je me déplace, j'échantillonne le monde. Si je fais un point de contact avec mon doigt, je prends 1 cm². Si je fais ça, je prends 1 mètre. Donc si je bouge. Si je glisse avec mon doigt, je fais des échantillons qui sont à l'échelle de mes empreintes, qui sont toutes petites. Ou si je lis du braille, par exemple. Okay. Donc la tâche perceptuelle, c'est d'échantillonner le monde à des échelles différentes. Et il y en a, comme on l'a dit, 10 puissance 4, comme ça, des plus petites échelles aux plus grandes. Et donc on a mis tout ça sur un graphe, hein, et on s'est aperçu qu'en fait, les propriétés du monde d'ordre 0, c'est-à-dire leur position, étaient perçues quand la fenêtre était très grande, de l'ordre d'1 mètre. Les propriétés du premier ordre, c'est-à-dire les pentes, sont dans cette zone, entre 1 cm, disons, et 1 mètre. Et tout ce qui est du deuxième ordre, c'est la courbure, c'est pour des fenêtres qui sont toutes petites. Et donc, il semble que le système nerveux ait divisé le monde en ordre de grandeur, et que quand les objets sont grands et que la fenêtre est grande, on fait du premier ordre, de l'ordre 0. Quand on manipule ou perçoit des objets qui sont entre le doigt et le bras, en gros, en fait, on fait du premier ordre, donc on intègre. Et quand on fait des choses qui sont petites, comme des points braille, on fait du deuxième ordre. Et donc, il y a une logique dans tout ça, et ces indices l'emportent complètement sur les autres, vraiment complètement sur les autres. Donc c'est un diagramme vraiment utile pour ça. Et comme je vois que mon temps est presque terminé, je vais simplement terminer sur quoi voilà. Voilà le problème, c'est que, comme je disais, il y a énormément d'effets qui sont connus. L'architecture du système nerveux est aussi assez bien connue du point de vue de sa constitution, mais ce qu'il fait est vraiment mystérieux. Et donc, pour arriver à avoir un peu de logique là-dedans, il faut construire, disons, une théorie qui parle de base saine. Donc, l'idée de cette étude est justement d'essayer de mettre sur la table sur quoi on part. Okay. Alors, en prenant l'aspiration en vision, il est connu qu'en fait, la vision ne se fait pas en 3D, comme on a l'habitude d'y penser. La vision se fait en 7 dimensions. Pour donner l'idée de comment ça marche, il suffit de voir qu'un organe visuel, en fait, détecte une intensité lumineuse. On est d'accord avec ça. Et que son problème, c'est de déterminer la direction dans laquelle vient l'intensité lumineuse. Donc ça nous donne déjà 3 nombres. Que l'organe visuel peut se déplacer dans l'espace. Donc ça nous donne 3 autres nombres. Ça fait, j'ai pas perdu le compte, on en est à 6. Et il y a aussi une longueur d'onde et le temps. Et donc ça nous donne un espace à 7 dimensions. Donc toutes les choses qui sont possiblement vues habitent un espace à 7 dimensions. Okay, donc ce qu'on appelle la fonction pleine optique, l'ensemble de toutes les images de Leonardo da Vinci, qui était étonné comment un espace si grand pouvait rentrer dans une boîte si petite. Et pourtant, on n'en voit qu'un petit morceau de cet espace. Alors, on s'est posé la question, quel est l'espace de toutes les choses qu'on peut toucher ? Donc, alors, le point de départ, ce n'est pas l'optique, c'est la mécanique, comme on l'a dit. Donc, on a 2 corps, un qui est une sonde et un autre qui est un objet inconnu. Les deux entrent en contact. On fait l'hypothèse qu'il n'y a pas d'interpénétration. En gros, c'est solide. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. On peut faire la mécanique des milieux continus, en gros, où on peut, essayer de représenter la manière dont un objet se déforme en fonction de l'autre. Et donc, le problème perceptuel, effectivement, vu du point de vue de la sonde, est de déterminer les propriétés de l'autre objet d'après son propre comportement. Donc, c'est ça le problème de l'haptique.
ou du toucher. Quant au nombre de dimensions, malheureusement, il n'est pas résolu. On peut le voir d'une manière assez simple. La configuration d'un corps est représentée par un nombre infini de points. C'est un volume. Et que chaque point est susceptible de se déplacer selon une trajectoire. Donc on a en fait un infinitum de trajectoires qui représente son comportement en fait. Et donc on en est resté là en fait. C'est ça la raison pour laquelle le titre de l'article contient toujours le point d'interrogation, puisque du point de vue mathématique, cette question-là n'est pas très simple à résoudre. Elle n'est pas aussi simple qu'elle l'est en vision. Mais bon, on a fait quelques efforts, il y a moyen de la réduire, etc. Et donc il est possible d'avoir des fonctions réduites. C'est ça, donc c'est ça la leçon, c'est qu'en fait il y a des objets rigides et des sondes rigides, comme faire ça. Il y a des objets rigides et des sondes molles, comme un doigt qui est sur une surface dure, qui met la fonction dans une forme spéciale, qui est plus facile. Okay. Il y a aussi des objets mous et des sondes rigides, ce que fait un chirurgien, par exemple, quand il manipule un organe. Il a une sonde dure et donc il a un problème qui est différent, totalement différent mathématiquement, ce qui est intéressant. Et puis il y a évidemment toutes les complexités de la mécanique qui fait que la mécanique a des propriétés non linéaires et en plus sujette au problème de la mémoire, puisque pratiquement tous les phénomènes mécaniques ont de la mémoire, y compris la friction, ce qui n'arrive pas en vision d'ailleurs, ni en audition. Alors voilà, j'en terminerai là-dessus. Plein d'animaux font de l'haptique, des primates aux paramécies, en passant par toutes sortes d'organes haptiques de géométrie et de fonctions différentes, mais qui ont tous le problème d'échantillonner cette fonction pleine haptique. La paramécie, vraiment intéressante, elle a deux capteurs. Elle en a un dans la tête, enfin c'est une seule cellule. Hein. Elle a un capteur là et un capteur là. Et elle explore son monde en avançant, en nageant. Et quand elle rencontre un obstacle, elle renverse la vitesse elle va dans l'autre sens en tournant. Donc elle va en ligne droite en général, vers l'avant. Quand elle se cogne le nez, elle part dans l'autre sens en tournant. Elle fait un arc de cercle et son capteur postérieur la membrane a un délai. Et hop, il repart en ligne droite. Et donc, à la longue, il finit par explorer. Et donc, je suis sûr que Jean-Paul peut écrire tous les maths de ça, en fait, que fait une paramécie, très bien. Ligne droite, ligne courbe, passe son temps à ça et explorer le monde avec deux capteurs et une seule cellule. Voilà, donc, on terminerait là-dessus. Et donc, si vous avez des questions...